suis étonné de vous voir si nombreux, parce qu'il est tôt, et surtout parce que le titre que j'ai proposé pour la conférence est quand même stupide, hein. Le futur existe déjà dans l'avenir. C'est une question dont je ne pensais pas qu'elle pourrait remplir un amphithéâtre. Bon. Alors quand même, elle a une origine assez simple. C'est qu'on a l'habitude de tracer l'axe du temps par un segment de droite, un peu comme on le fait pour un segment dans l'espace, en disant ça c'est le temps. Bon. Mais quand on dit cela, on oublie que cette représentation pose des problèmes assez terribles. Par exemple, ça ne dit pas ce qui fait que dans cet axe du temps, il y a une motricité, contrairement à ce qui se passe dans l'espace. Quand vous êtes dans l'espace, vous avez des points qui constituent une longueur, tout ça est statique. Mais le temps, on dit qu'on ne peut pas rester présent au même instant présent, il faut suivre ce qu'on appelle le cours du temps, qu'on manifeste par une petite flèche en disant ça avance. Mais on ne dit pas ce qui fait que ça avance. Donc déjà, il y a dans cette représentation une espèce d'oubli qui est fondamental. D'autre part, on fait quelque chose qui est topologiquement absurde, c'est-à-dire qu'on fait exister ensemble des instants successifs qui, par définition, n'existent pas ensemble. Okay. Alors que quand vous représentez une longueur, tous les points qui la constituent existent ensemble, en même temps, si je veux dire. Alors que les instants qui constituent une durée, par définition, n'existent pas en même temps. Et donc, un des objets physiques les plus mystérieux du monde, c'est la durée. Voilà. Comment une succession d'instants de durée nulle peuvent-ils faire une durée non nulle? D'autant plus qu'ils n'existent pas en même temps, alors que notre représentation habituelle du temps les fait coexister. Donc il y a une remarque de Kant, Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pure, qui dit un peu ça, qui dit, je ne le cite pas de mémoire complètement, mais il dit en fait, cette représentation, elle est topologiquement absurde, parce qu'elle fait exister en même temps des choses, des instants, qui n'existent pas en même temps. Maintenant, ça amène à la question qui a donné le titre de la conférence. Quand vous êtes présent à l'instant T, qu'on appelle l'instant présent, c'est votre présence qui détermine le présent. Quand vous êtes présent à l'instant T, où sont, ou quel est le degré d'existence des instants qui vont venir? Est-ce qu'ils existent déjà ailleurs que là où vous êtes, à attendre que vous arriviez? Ou est-ce qu'au moment où vous êtes présent à l'instant présent, les instants du futur n'existent pas encore? Autrement dit, quand vous représentez l'axe des temps en mettant l'instant T, que vous marquez par un petit tiret, que vous appelez l'instant présent, est-ce que les instants à gauche existent déjà à attendre que l'instant T les rejoigne? Est-ce que les instants à droite du passé existent encore ailleurs que là où vous êtes? Ou est-ce que l'instant présent est ceinturé par du néant? Cette représentation du temps, qui nous est habituelle, ne répond pas à la question. En fait, cette représentation pose la question. Donc, quand vous pensez à demain, est-ce que demain existe quelque part à attendre qu'on le rejoigne? Ou est-ce qu'au moment où je vous parle, demain n'existe pas du tout? En fait, c'est ça la question que je vais tenter de résoudre aujourd'hui. En fait, c'est, c'est, c'est pas quand est demain, ça on est au courant, c'est où est demain. Où est demain? Alors, j'ai parlé de Kant. Alors, Kant, il a dit une autre chose. Enfin, j'ai pas réussi à trouver la référence. Mais il dit quelque part, l'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Euh, non, non, mais en fait, je sais pas si cette définition est vraiment de lui. Je sais pas si elle est exacte. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment l'intelligence qui est mesurée par la quantité d'incertitude qu'on est capable de supporter? Est-ce que c'est pas plutôt la confiance en soi, qui n'est pas la même chose que l'intelligence? J'en sais rien. En tout cas, en matière d'incertitude, on peut dire qu'on est servi. Il y a beaucoup d'incertitudes. Notamment, il y a une incertitude qui est liée à la connaissance. Voilà, on a compris
que la science, par exemple les sciences, produisent des connaissances qu'on appelle scientifiques, qui ont une objectivité particulière. On pourrait presque parler de vérité scientifique. Enfin, moi, je pense qu'il y a des vérités scientifiques. Mais on a compris, assez récemment d'ailleurs, que ces vérités scientifiques produisent de l'incertitude, paradoxalement. Mais c'est une incertitude d'un type très spécial. C'est-à-dire que les connaissances scientifiques ne nous disent pas ce que nous devons faire des potentialités technologiques qu'elles nous donnent. Par exemple, la physique nucléaire vous dit comment faire un réacteur nucléaire. La génétique vous dit comment faire des OGM. Les technologies du numérique, l'électronique vous disent comment faire la 5G, la 6G, etc. Mais elles ne vous disent pas si vous devez les faire. Pendant très longtemps, la science et la technique ont été enchâssées dans l'idée de progrès. La science était le bras armé de l'idée de progrès. Donc, si la science permet de faire une chose, d'abord on doit le faire. Puis on verra bien. On n'en est plus tout à fait là, j'y reviendrai. De sorte que la question de savoir ce que nous devons faire des possibilités que la science nous donne est devenue non plus une affaire de principe, mais une affaire de valeur. Or, la valeur d'une valeur dépend des évaluateurs. Tout le monde n'est pas d'accord sur les valeurs. Et quand il s'agit de décider pour le futur de telle ou telle technologie, est-ce qu'on la fait ou non, ce sont des valeurs en général incompatibles les unes avec les autres qui vont s'affronter, de sorte que les décisions, quand on les prend, ne font jamais l'unanimité. Certains vont mettre sur la table des valeurs écologiques, d'autres des valeurs philosophiques, rousseauistes par exemple, d'autres des valeurs économiques. Je ne vais pas revenir sur la loi du plomb, mais on voit bien que c'est ça qui se joue. Et on voit bien que dans ces cas-là, les discussions ne s'arrêtent en fait jamais. Parce que chacun défend ses valeurs, qui sont en général peu compatibles avec celles des autres. Ça, c'est une première cause d'incertitude. Nous ne savons pas dire ce que nous allons faire des possibilités que la science nous donne. Prenez même simplement le cas de l'IA, l'intelligence artificielle. Quelles sont les décisions que nous allons accepter de déléguer à l'IA? Voilà une question énorme. Parce que l'IA peut faire des analyses qu'un cerveau humain ne peut pas faire sur certains sujets, faire des propositions, donner des avis. Est-ce qu'on suit ou est-ce qu'on suit pas? Sachant que l'IA est incapable d'argumenter. Elle donne un avis, elle ne dit pas pourquoi elle le donne. Donc, la question revient à se poser la question de la confiance qu'on accorde à des machines. Vous voyez que c'est un sujet démocratique, c'est un sujet politique. On devrait pouvoir en débattre. Et on n'arrive jamais à débattre de ces questions, parce que dans les débats, quand ils ont lieu à propos des applications technologiques de la science, que ce soit les nanosciences, le nucléaire, les OGM ou d'autres, on voit bien que dans les débats, il y a une sorte de décorrélation entre la militance et la compétence. C'est pas les gens les plus compétents qui sont les plus militants. Quand je dis militant, c'est pour ou contre, c'est pro et anti. Il y a une sorte de paradoxe qui ne cesse pas de m'étonner, qui est que quand on a un avis tranché sur une question, on s'estime dédouané de l'obligation de s'instruire à propos de quoi on a un avis tranché. C'est, voilà, c'est un truc qui m'a jamais, ça, ça, ça m'a jamais compris comment c'était possible. Voilà. Comment on peut être militant sans être compétent. Interrogez autour de vous, mais là je m'égare, hein, mais euh, c'est les débats autour de la loi du plomb qui m'ont traumatisé, mais interrogez vos amis qui sont pro-nucléaires, et interrogez aussi vos amis qui sont anti-nucléaires. Ça va se trouver. Demandez-leur, mais pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales nucléaires? Pourquoi est-ce qu'on met pas de l'aluminium, du tungstène? Moi, j'ai fait l'expérience dans mon immeuble, euh, j'ai interrogé mes voisins, aucun n'a su me répondre. Et pourtant, aucun ne m'a dit, je n'ai pas d'avis sur le nucléaire. Ça, c'est un truc assez simple. Je ferme cette parenthèse et je me contenterai de citer Paul Valéry, qui, vous savez, Paul Valéry, c'est un auteur incroyable, parce qu'il a tout le temps raison.
Il est tellement nuancé, il a tout le temps raison. Il dit quelque part, l'homme, c'est en général ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Et donc, quand vous créez une innovation technologique ou autre, vous savez ce que vous faites. Mais vous ne savez pas dire à l'avance ce que va faire ce que vous faites. Vous ne savez pas comment une société, par exemple, une collectivité, va utiliser la technologie que vous avez mise sur pied. Il y a un exemple que j'aime bien citer, puisqu'on n'est pas loin de Genève. Genève abrite le CERN, comme vous savez, et c'est au CERN, dans les années 90, que des ingénieurs, très peu nombreux, deux ou trois, ont inventé le web, le www. Et leur idée, c'était tout net, c'était de construire un système de communication entre les laboratoires pour transmettre les données des expériences faites avec les accélérateurs du CERN à tous les laboratoires du monde, quel que soit leur système informatique. Donc, il s'agissait d'inventer un mode de transmission qui soit transparent par rapport aux technologies particulières qu'utilisent les laboratoires. Bon, ben, ces gens, ils ne pensaient pas du tout que ça allait devenir le web. Ils ne savaient pas que ce serait l'outil principal de détermination des rencontres amoureuses, par exemple. Ce qui les choque beaucoup. D'ailleurs, il y en a un qui a déclaré que s'il avait su, bon, bref. Euh, en fait, l'ambiguïté vis-à-vis du futur, c'est que euh, nous avons compris que ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire. Et que comme nous ne savons pas dire ce que nous allons faire, nous ne savons pas dire ce qui va se passer. Même s'il y a des choses qui sont prévisibles, sur le climat par exemple. De sorte que le futur est finalement laissé en jachère intellectuelle. On ne peut pas le configurer, on ne peut pas le dessiner, parce qu'on ne sait pas comment il va être. Et comme dans la salle, je vois, il n'y a pas que des jeunes. D'ailleurs, moi, je pensais que la question du futur ferait bien les jeunes, parce que c'est quand même eux qui sont concernés. Et en fait, je vois que c'est pas tout à fait vrai. Mais oui, c'est que dans la salle, il y en a qui, comme moi, ont été adolescents dans les années 70. Or, dans les années 70, les magazines pour adolescents, Tintin, Pilote, Spirou, qu'on recevait dans ma famille, nous parlaient toutes les semaines de l'an 2000. L'an 2000 était configuré. Il était même doublement dessiné. Il était représenté par des bandes dessinées qui nous expliquaient comment on allait voyager, se nourrir, travailler, communiquer, se distraire. Tout était dessiné. Donc, le futur était mis dans notre présent. Le futur était installé comme représentation qu'on pouvait voir dans le présent. C'était crédible, en tout cas c'était présenté comme crédible, et c'était attractif. C'était attractif. Moi je me souviens que j'avais des copains qui étaient pressés d'y être, sans avoir conscience qu'ils seraient plus vieux. Ils avaient hâte, en fait ils avaient hâte d'être vieux. Et aujourd'hui, je connais peu de gens qui ont hâte d'être vieux, parce qu'on n'a pas réussi à projeter par l'imagination, par la prédiction, par la perspective, ce que nous savons aujourd'hui dans des configurations de 2050, par exemple, ou 2100. Comment sera 2100? Comment sera 2050? Personne ne s'aventure à les représenter. Donc, ils sont laissés en jachère intellectuelle et en lévitation politique. Alors que l'an 2000 était vraiment mis dans notre... Je connais personne qui serait candidat à monter dans une capsule temporelle qui l'emmènerait en 2050 sans avoir la garantie de pouvoir revenir. D'ailleurs, ça amène à la question posée. 2050, est-ce que c'est déjà déterminé? Ou si on admet que ça va dépendre en partie de ce qu'on va faire, en fait, 2050 n'est pas encore déterminé. Donc quand on dit je vais voyager en 2050, qu'est-ce que ça veut dire?
Vous allez choisir un scénario parmi tous ceux qui sont possibles, avec l'idée qu'en voyant effectivement comment est 2050, en revenant ici, vous allez pouvoir corriger le tir pour que 2050 ne soit pas exactement comme vous aviez vu qu'il était. Je sais pas si j'ai été clair là. Enfin, c'est teaser, hein, en même temps. J'ai dîné chez des bons amis hier soir avec du très bon vin. Bref, pardonnerez quelques sorties de route comme ça. Hein. Mais vous voyez, c'est quand même, puisqu'on est en montagne, moi je fais une analogie entre ce qu'a été l'an 2000 et ce qu'est le sommet d'une montagne. En 2000, c'était un changement de siècle, même un changement millénaire, et donc tout était tendu vers cet objectif. On attendait l'an 2000, on se préparait à l'an 2000. De même que quand un alpiniste fait l'ascension d'une montagne, dans la phase de montée, il se pose pas trop de questions. Le but, c'est le sommet. Donc il y a une sorte d'alliance entre le corps et l'esprit qui fait qu'il est motivé à atteindre son objectif. Ensuite, il atteint le sommet. Petite joie qui peut être très forte, mais qui est quand même courte. Puis après, il faut redescendre. Et la redescente, c'est une descente à la fois physique, on perd de l'altitude, mais aussi psychique. Parce qu'on s'éloigne de l'objectif qu'on avait atteint. Donc, la descente nous éloigne du sommet. Donc, elle nous éloigne de notre but, finalement. Et en plus, elle fait mal aux genoux. Et moi, je ne connais pas beaucoup d'alpinistes qui, dans la descente, fabriquent un nouveau projet d'ascension. Enfin, dans quelques jours après, pour que l'envie d'y retourner se manifeste à nouveau. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans cette situation. C'est-à-dire que l'an 2000 a été un horizon projectif tellement puissant, sur le sommet de la projection psychologique mondiale, que là, on est dans la phase de descente. Et on n'arrive pas à se fabriquer pour notre société, même pour l'humanité entière, un nouvel horizon qui est la même puissance de concentration et comment dire, d'alignement des perspectives. Je pense que pour les jeunes générations, c'est hyper dur. On parle d'éco-anxiété, mais je pense que c'est plus profond que ça. C'est pas simplement la crainte que le climat change de façon radicale. C'est plutôt le fait que le futur n'est pas l'objet d'un récit qui donne un sens aux actions qu'on pourrait mener dans le présent. Et psychologiquement, pour discuter avec des étudiants, c'est pourtant des étudiants qui sont dans une grande école d'ingénieurs, c'est central, donc ils savent qu'ils vont trouver un emploi, ils savent qu'ils vont avoir des carrières plutôt bien rémunérées, etc. Mais quand on lit leur dissertation, alors même ils ont ces garanties pour eux que n'ont pas tous les jeunes, on sent percoler dans leurs écrits une espèce d'angoisse sourde qui vient du fait qu'il n'y a pas de récit. Voilà. Autrement dit, quand ils travaillent, même quand ils viennent chercher un travail, au CEA où je travaille, on en reçoit pas mal. Je parle d'étudiants en général pour faire des thèses, par exemple, pour faire des post-docs. Ils posent des questions que ne posait pas ma génération. Par exemple, ils demandent pourquoi, pourquoi en deux mots, pas en un mot. Pourquoi? Pourquoi vous faites cette recherche? C'est quoi le but? Non. Alors que nous, on voulait des sujets intéressants. On voit même que les sujets à très long terme, hein, les sujets de physique des particules, par exemple, prochain collisionneur du CERN, le FCC, là, qui va, s'il est décidé un jour, va donner ses premières collisions en 2050. Ou des missions spatiales à très longue échéance. On voit qu'il y a des jeunes qui disent, bah non, c'est trop loin. Il y a des urgences. Et ce sont les sujets portés par l'urgence, sur le climat, la pollution, la biodiversité, etc., qui font qu'ils vont choisir ce sujet plus qu'un autre. C'est comme s'ils considéraient que l'urgence est telle que l'avenir n'a plus besoin d'être pensé. C'est quand même assez. Quand notre génération dans ce basculement se soit produit, c'est quand même assez bizarre, c'est assez étonnant. Alors j'ai un ami qui s'appelle Olivier Ray, qui est mathématicien,
qui a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Une folle solitude. Et le premier chapitre est consacré à un événement historique colossal qui est passé complètement inaperçu, qui s'est passé justement un peu de temps avant l'an 2000, à la fin des années 90. Ce phénomène, c'est le retournement des poussettes de bébés. Euh, les gens de mon âge qui sont dans la salle se souviennent qu'ils ont été poussés dans le sens inverse de la marche. Alors, on était poussés dans une poussette et on pouvait voir notre père, notre mère, la personne qui poussait, échanger avec elle des sourires, des grimaces, des onomatopées. Bref, on était connectés à notre passé. On prenait confiance dans cette relation. Et une fois qu'on avait un peu grandi, on était retourné vers l'avant et on pouvait croiser les inconnus sans être effrayé. On avait pris confiance. Et puis, dans les années 90, sont arrivées simultanément deux choses qui se sont associées de façon dramatique. La première chose, c'est l'invention des congés de paternité en Suède. Donc, les pères sont mis à pousser les poussettes. Et en même temps, on a inventé la mode de la course à pied. Donc, les gars, ils voulaient pousser les poussettes, mais en même temps, ils voulaient s'entraîner pour la course du coach. Donc, on a retourné les poussettes à 3 roues, là. Et les gamins ont été, c'est une analogie, hein, c'est pas, je caricature, hein, c'est symbolique. Les enfants étaient poussés vers l'avant, direct. Donc il y a des gens qui ont loué l'initiative en disant ça les libère des tutelles familiales. Bon. En fait, non, ils ne voyaient que des visages inconnus. Et l'inconnu, ça fait peur. D'accord. Et donc c'est une sorte de retournement du rapport au futur. Le retournement des poussettes a créé vis-à-vis du futur une angoisse topologique liée à n'importe quoi, mais ça alors ça, je sais pas ce que c'est. Si, c'est le truc qui me disait comment aller au savon passif, mais la langue étrangère, parce que j'ai pas trouvé le moyen de le faire parler en français. C'était du hollandais, en fait. Bon. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui. Alors, avec un collègue juste pour éclairer ce que je dis, j'abandonne les poussettes, mais je garde l'idée. Avec un collègue de l'Académie technologique qui s'appelle Gérald Bronner, que vous connaissez sûrement, c'est un sociologue très actif dans la défense de la rationalité scientifique. On a utilisé un logiciel qui compte l'occurrence des mots, de certains mots qu'on choisit, dans les discours publics. Donc, on a pris comme base de données les discours publics, c'est-à-dire les discours institutionnels, les discours politiques, pas du tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On s'en est parti de documents officiels imprimés en montant très loin dans le passé. Et les deux mots qu'on a testés sont d'une part le mot progrès, d'autre part le mot innovation. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, on a pu chiffrer, illustré par des courbes d'évolution, c'est que le mot progrès, pendant 3 siècles, il a été écrit avec une majuscule. Il a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Il a commencé à décliner en fréquence en 1980. Au moment où réapparaît dans la langue française un mot qui avait été complètement abandonné, qui réapparaît là, en 1980, le mot innovation, qui est devenu un mot extrêmement courant. Et moi, j'ai fait un petit test très simple. J'ai regardé mes polycopiés d'étudiants quand j'étais dans une école d'ingénieur dans les années 80, début des années 80. Dans aucun polycopier de technique, de science, de technologie, d'économie, n'apparaît le mot innovation. On parle de progrès, d'invention, de brevet, d'application, mais jamais d'innovation. Et en fait, le progrès qui décroît a croisé l'innovation qui monte en 2003. Et le mot progrès était complètement abandonné dans le quinquennat 2007-2012. Vous pouvez faire si vous avez le courage. Vous relisez tous les discours des candidats à la présidentielle de 2007, de l'extrême droite à l'extrême gauche.
tous utilisent le mot progrès. Pas beaucoup, pas dans le même sens, pas à la même fréquence, mais tous le revendiquent. En 2012, plus aucun. Le mot progrès n'est présent dans aucun discours de la campagne de 2012. Il y a une seule occurrence, si on veut vraiment chipoter, c'est dans le fameux discours du Bourget d'un certain François Hollande. À un moment, il parle des forces de progrès. C'est léger. Alors on pourrait se dire, mais finalement, on a remplacé le mot progrès par un mot plus moderne, innovation. Donc on dit la même chose, mais avec des mots différents. Alors ça, c'est pas vrai. Quand on étudie, comme on l'a fait dans mon labo avec un collègue qui s'appelle Vincent Montan, on a étudié les rhétoriques dans lesquelles autrefois on parlait du progrès et on les a comparées aux rhétoriques dans lesquelles aujourd'hui on parle d'innovation. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que notre façon de parler d'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Et même la contredit. Donc j'ai pas le temps de vous parler pendant des heures de ce truc-là, je vais caricaturer. D'abord, le mot progrès, le verbe progresser, c'est un mot très ancien, mais qui avait une connotation spatiale, uniquement spatiale. Quand on disait une armée progresse, comme Jules César le dit dans la guerre des Gaules, notre armée progresse, ça veut dire qu'elle avance dans l'espace. Ça ne veut pas dire qu'elle est en train d'améliorer la qualité de son matériel. D'accord? Donc c'est une notion spatiale. Et le génie des philosophes des Lumières, Condorcet, d'Alembert, Diderot et quelques autres, c'est d'avoir changé le sens du mot progresser pour le transformer en une notion temporelle. Bien, si on peut avancer dans l'espace, on peut aussi progresser dans le temps. Et donc croire au progrès, c'est faire l'effort de configurer à l'avance le futur d'une façon qui soit crédible et attractive. Crédible parce que le progrès, c'est pas l'utopie. Il ne s'agit pas de penser à un autre monde complètement différent, sans indiquer par quel chemin on peut l'atteindre. Donc il faut que ce soit crédible, et c'est la science qui donne de la crédibilité à cette configuration du futur. Et il faut aussi que ce soit attractif. Pourquoi? Parce que le progrès n'est pas automatique. Il faut travailler à le faire advenir. Il faut même se sacrifier. Croire au progrès, finalement, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Et donc, il faut une philosophie de l'histoire. Et on n'en a plus. Il y a un petit texte de Kant. Décidément, je ne pensais pas que je citerais Kant autant un samedi matin. Et il a écrit un petit texte qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières? Qu'est-ce que la philosophie des Lumières? Texte de 40 pages, je crois. Parce qu'il sait, c'est quoi ces Français, là? C'est quoi leur truc, là? Le progrès, c'est quoi? Et il le définit très bien. Il dit, le progrès à la française, c'est une idée doublement consonante et sacrificielle. C'est incroyable qu'on parle. Alors, elle est consonante une première fois parce qu'elle nous permet de penser que nos enfants vivront mieux que nous, donc elle nous console des malheurs du présent, en nous faisant espérer le meilleur pour la suite. Et puis, il ajoute, elle est aussi consolante parce qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Autrement dit, croire en progrès, c'est refuser la bohème. C'est refuser de glander. Voilà. Il faut travailler pour le futur. Il faut travailler pour nos enfants, pour qu'ils vivent mieux que nous, etc. Et ça suppose d'avoir une sorte de confiance dans le fait que le temps qui passe est constructeur. Le temps, il est complice de notre liberté, de notre volonté. Le temps est notre allié. Plus de temps à passer dans le futur, mieux ce sera. Ce qui change d'ailleurs complètement le rapport qu'on peut avoir avec le risque. Il se trouve que avec un copain, on a étudié, on a regardé la presse, les journaux qui ont été publiés entre le 3 mai 1848 et le 11 mai 1848 en France. Alors pourquoi? C'est parce que le 3 mai, il y a eu un accident de chemin de fer. Le premier gros accident de chemin de fer en France, qui s'est déroulé sur la ligne Paris, Paris-Versailles, qui est assez court.
Mais le train a déraillé à Meudon. Il y a eu 60 morts carbonisés, plus de 150 blessés. Dans les morts, il y avait toute la famille du Mont d'Urville, l'explorateur. Et il y a eu un débat dans la presse. Les gens ont dit, mais c'est quoi ce truc-là? Le train va à peine plus vite que le cheval. Et ça fait des drames comme ça. En plus, les wagons, incroyable, les wagons étaient plombés pour empêcher les suicides sur le viaduc qui arrive à Versailles. Il y avait un viaduc, il avait peur que les gens se jettent dans le vide. Alors qu'on pouvait aller sur le viaduc sans prendre le train. Enfin bon, donc les gens n'ont pas pu s'échapper des wagons en feu, etc. Et on voit que dans les jours qui suivaient immédiatement l'accident, il y a du scepticisme, quand même. Et puis au bout de 3 jours, la tonalité de la presse change. Il y a des gens qui écrivent cet accident ne doit pas empêcher les gens de prendre le train ou les dissuader de le faire, car cet accident est pédagogique. Il va nous apprendre comment empêcher, dans le futur, que de tels drames se reproduisent. Et celui qui va clore le débat, c'est Lamartine. Lamartine, il est député à l'époque, il monte à la tribune de la Chambre et il dit, je cite de mémoire, la civilisation a besoin de soldats. Les victimes du drame de Meudon sont les soldats de la civilisation. Donc on accepte le risque au motif que le risque est le prix à payer pour faire advenir le meilleur. Alors qu'aujourd'hui, le risque est considéré comme le symptôme d'un dérèglement généralisé et même comme les prémices des apocalypses futures. Notre rapport au risque a complètement changé. Et à la fin de son discours, Lamartine dit simplement, plaignons-les, il parle des victimes, plaignons-nous, nous sommes en deuil, mais marchons. C'est pas un accident qui va entraver la marche du progrès. Il était député. Hein. Imaginez aujourd'hui un député qui dise la même chose à la Chambre après un accident qui n'aurait fait qu'un seul mort. La probabilité qu'il soit réélu serait quand même très très faible. D'accord? Donc ça veut dire que, vous voyez, notre rapport au futur, il a complètement changé. Et finalement, le fait d'avoir changé le mot progrès pour le remplacer par le mot innovation, c'est pas une opération neutre du tout. Je vais pas vous faire l'histoire, mais le mot innovation, c'est un mot qui est apparu en latin, en bas latin, au XIVe siècle. Dans le vocabulaire juridique, ce qu'on appelait une innovation pour un contrat, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant. Alors, donc, un avenant, c'est ce qu'il faut changer un contrat pour que le contrat demeure valable quand les circonstances ont changé. Donc, oui, d'emblée, c'est signe de mauvaisie. Ça veut dire que l'innovation est liée à un principe de conservation. Innover, c'est changer ce qu'il faut changer pour que ça change pas. D'accord. Alors après, le mot va circuler dans d'autres secteurs que le droit. On va le retrouver chez Machiavel, dans Le Prince. Machiavel explique qu'un prince, quand il a le pouvoir, ne doit rien changer. Il doit faire comme font les princes. Donc des réceptions, des guerres, de temps en temps, des enfants, des fêtes, c'est tout. Sauf, dit Machiavel, si son pouvoir est menacé. Si son pouvoir est menacé, alors il doit innover politiquement. Et là encore, c'est lié à un principe de conservation. Il faut innover pour conserver le pouvoir. Ensuite, je vais m'arrêter sur là. Euh, la première fois qu'on associe l'innovation à la technique, c'est sous la plume d'un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon, XVIIe siècle, auquel d'ailleurs Kant va dédier la critique de la raison pure. Et Francis Bacon, il écrit un petit livre en 1632. Donc c'est avant le siècle des Lumières. Hein. 1632, un livre qui s'appelle Excès et conseils civils et moraux. Vous pouvez le trouver traduit en français moderne chez Brun, là, vous pouvez l'acheter. Et il y a un petit chapitre qui s'appelle Innovation. Très court. Que je donne à lire à mes étudiants.
sans leur dire qui l'a écrit ni quand il a été écrit. Et je leur dis, à votre avis, qui est l'auteur de ce texte? Ils discutent entre eux. Chaque groupe doit proposer un nom d'auteur. Donc, cette année, j'ai eu Alain Minck, Jacques Attali, et pour la première fois, j'ai eu, vu qu'ils savent qu'il est écrivain, Bruno Le Maire. Donc, non mais, vous voyez, c'est quand même un truc incroyable. Vous avez un texte de 1632, 1632, parlant de l'innovation. Et quelqu'un qui le lit aujourd'hui croit qu'il a été écrit par un auteur contemporain. C'est fou, ça. Ça veut dire que dans ce texte, on parle de l'innovation comme on en parle aujourd'hui. Or, que dit Bacon? Il dit tout simplement que le temps qui passe est corrupteur. Le temps qui passe, il dégrade la situation. Et il augmente la gravité des défis qu'il faut relever. Comment empêcher que cette dégradation devienne irréversible? Réponse de Bacon, par l'innovation technique. Donc l'innovation, c'est ce qui permet de maintenir le monde, de l'empêcher de s'effondrer sous l'effet corrupteur du temps qui passe. C'est exactement le discours d'aujourd'hui. Et quand l'Europe a voulu devenir l'union de l'innovation, avant l'Europe c'était le traité de Lisbonne, hein, société de la connaissance. Et on s'est rendu compte que la connaissance c'est bien, mais ce qui compte c'est les progrès, c'est les applications, c'est la santé de l'économie, etc. Et donc on va changer notre référence. Et l'Europe est devenue, en 2010, l'union de l'innovation. C'est ce qu'on appelle l'horizon 2020. Vous voyez, quand l'Europe peut se projeter dans un futur, 2020, c'est quand même du court terme. C'était présenté comme un plan à long terme. Il y a un rapport de 50 pages qui a été écrit à l'époque pour expliquer la démarche. Vous pouvez le lire sur Internet. 50 pages dans lesquelles le mot innovation apparaît 307 fois, sans être jamais défini. Donc c'est un mot totem. C'est juste un mot comme ça, qu'on met en avant sans être capable de dire en quoi il consiste. Les premières lignes du rapport, je les connais par cœur. L'Europe est devant des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. C'est un plagiat de Bacon. 2 points. Changement climatique, baisse de compétitivité des entreprises, réduction de la biodiversité, etc. Et l'Europe a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que grâce à l'innovation. C'est exactement Francis Bacon. Donc notre référence, c'est plus le siècle des Lumières, c'est avant. D'accord. Autrement dit, ce qui justifie l'innovation, c'est pas une certaine idée qu'on a du futur, c'est l'état critique du présent. On dit en gros, ça peut pas durer, ça peut pas durer. Donc il faut innover pour que ça dure. Non mais vous voyez, c'est quand même un changement incroyable parce que ça a un effet sur la psyché des étudiants. Moi, j'ai des étudiants, donc c'est des étudiants ingénieurs, et on leur a dit, les gars, faut innover. Si vous n'innovez pas, on est mort. Non. C'est comme si on pointait une flèche dans leur dos en leur disant innover. C'est une sorte d'obligation. C'est plus un désir de futur qui est le moteur de ce geste. C'est une condition de vie et de mort. Si on n'innove pas, on est fichu. C'est ça le message qu'on dit. Or, les ingénieurs d'aujourd'hui, j'ai une bêtise ou quoi? Non, parce que si le mot progrès a disparu, c'est pas par hasard. Hein. C'est qu'il y a des raisons. C'est qu'en gros, que la philosophie des Lumières, elle est truffée de naïveté que la suite de l'histoire a dénoncé. Il y a plein de naïveté. Par exemple, Condorcet explique qu'il y a un embrayage automatique entre les différentes sortes de progrès. Un progrès scientifique engendre un progrès technique, qui engendre un progrès matériel, qui engendre un progrès moral, qui engendre un progrès politique. On sait que ça marche pas comme ça. Quand vous lisez l'article de d'Alembert sur les mathématiciens,
sur les mathématiques, sur les géomètres, comme dit. Montrer ces géomètres. Le mot de l'époque pour désigner les mathématiciens. Un article sublime, 10 pages. À la fin, il dit, prenez une nation tyrannique, donc soumise au joug de ce qu'on appelle aujourd'hui un dictateur. Formez dans cette nation quelques géomètres, quelques mathématiciens. D'Alembert dit, quelque temps plus tard, alors, le peuple se libérera de son joug. Il suffit qu'il y ait des mathématiciens de société pour qu'elle devienne libre. Il aurait fallu l'emmener en Corée du Nord. Hein. Il y a d'excellents mathématiciens. Alors, donc voilà, c'est tout fait de naïveté. Et parmi les autres naïvetés, il y en a une qui est... En fait, je suis pas là. Euh, Qu'est-ce que je disais? Ah oui, vous savez, d'Alembert et Diderot, ils ont rédigé l'encyclopédie que vous connaissez. Donc il y a 17 tomes d'entrée alphabétique. Il y a 11 tomes, chacun faisant 800 pages, contenant simplement des dessins, des schémas, des illustrations qui expliquent comment marchent tous les objets techniques de l'époque. C'est un travail incroyable. Je ne sais pas comment ils ont pu faire ça en quelques dizaines d'années, les graphistes qui ont analysé tous les objets techniques, les outils agricoles, comment fabriquer un télescope, comment faire du verre, comment construire une maison, enfin, tout est expliqué. Et pourquoi ils font ça? Ils l'expliquent dans l'introduction. Ils l'expliquent dans l'introduction en disant, si on explique au peuple, comme ça qu'ils disent, si on explique au peuple comment marchent les objets techniques, le peuple connaîtra les principes scientifiques qui ont rendu ces objets possibles. Autrement dit, leur credo, c'est que la technologie est vectrice de pédagogie scientifique. Si on explique aux gens comment marchent les objets techniques, les gens connaîtront la science. Je ne sais pas si ça a été vrai à cette époque, mais aujourd'hui, on peut dire que le pari qui pose là est complètement faux. Puisque c'est le contraire qu'on voit. Plus un objet technique est complexe, plus il est facile de l'utiliser. Sauf quand il s'agit de l'État. Non mais, excusez-moi, mais regardez, qui sait comment ça marche? Avec le doigt, j'appuie sur l'écran, ça sélectionne des lettres. Comment? Comment? Comment la pression d'un doigt peut sélectionner une lettre? Ensuite, je fais un message, je l'envoie, il atteint mon correspondant en Australie. Mais comment? Par une fibre optique, par un satellite? Et personne n'en sait rien. En fait, personne n'a besoin de le savoir. Sauf que je l'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai acheté des meubles pour les construire. Et en fait, c'est assez simple un meuble. Hein. Eh ben, quand vous achetez un meuble, il y a une notice expliquant comment il faut faire pour le construire. C'est assez simple et il y a une notice. Ça, c'est super compliqué et il n'y a pas de notice. D'accord? Donc, plus c'est compliqué, moins il y a de notices. Plus c'est compliqué, plus c'est convivial. Plus l'usage est convivial. C'est tellement convivial que ça épuise le questionnement. La question comment ça marche, on se la pose même pas. Parce qu'on se doute que la réponse à cette question est tellement complexe qu'elle nous est inaccessible. Et je reviens à mes étudiants, ingénieurs, on leur dit, il faut innover. Mais ils sont pas compétents. Innover avec ça, là, qu'est-ce que je peux améliorer? À part que le bouton d'exclamation soit plus apparent. Ça, c'est peut-être une innovation, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et donc, moi, je pense que, pour résumer,
L'idée de progrès, elle était lamarckienne. On visait un but. Alors que l'innovation, elle est darwinienne. Darwinienne. On peut le faire, on le fait. On verra. Alors, elle n'est pas finalisée. Comme était l'idée de progrès. Il n'y a pas besoin d'une projection dans le futur pour justifier l'innovation. Puisque c'est l'état du présent et l'état de la technologie qui la détermine. Alors, pour finir, parce qu'il faut que je m'arrête quand même, je reviens à cette histoire de l'axe des temps, là, qui fait coexister des instants qui peuvent pas exister ensemble. En fait, comme vous le savez, la physique newtonienne est morte dans d'atroces souffrances en 1905. Elle a été remplacée par la théorie d'Einstein de la relativité. Et dans la théorie d'Einstein, l'élément ontologique principal, c'est ce qu'on appelle l'événement. Un événement. C'est pas un événement au sens médiatique du terme. Un événement, c'est un truc qui se passe en un point d'espace-temps. Un électron qui émet un photon, c'est un événement. Et ce que dit la théorie de la relativité, c'est que la façon dont vous indexez l'événement n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'événement. Et le bon cadre pour définir tout ça, c'est l'espace-temps. Pas l'espace et le temps, mais l'espace-temps. C'est-à-dire que ce que vous mesurez avec un décimètre dans cette salle et avec une montre dans cette salle, donc une longueur et une durée, et quelqu'un qui traverserait la pièce à grande vitesse mesurait ce que vous avez mesuré avec le double décimètre, lui le mesurait en partie avec une horloge, et réciproque. Autrement dit, la séparation entre l'espace et le temps, elle est poreuse, elle est relative, elle est liée à la vitesse de l'observateur. Et il y a une façon de lire cette théorie qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc, qui est la suivante. Là, je reviens dans l'espace. Je suis dans l'espace, je prends le train roule, je regarde par la fenêtre, et je dis, le paysage défile. C'est faux. Alors, le paysage, il défile pas. C'est le mouvement du train dans lequel je suis qui installe dans le paysage, qui est statique, l'apparence d'une dynamique. Autrement dit, c'est mon mouvement qui crée le défilement du paysage. Et dans cet espace, toutes les villes existent de la même façon. Par exemple, Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Lille. J'essaie de ne pas faire de jaloux. C'est des villes qui existent toutes autant les unes que les autres. Ce qui crée la singularité de Passy, pour moi et pour vous, c'est ma présence à Passy. Mais c'est pas parce que je suis présent à Passy que Paris existe moins. C'est ma présence qui détermine cette singularité. Et bien, l'univers bloc, cette doctrine, c'est de dire la même chose à propos de l'espace-temps. C'est de dire finalement tous les événements, qu'ils soient passés, présents ou futurs, coexistent dans l'espace-temps. Tous les événements du passé sont là, mais ils sont ailleurs que là où vous êtes. C'est votre présence dans l'espace-temps qui détermine le présent. Et c'est pas un présent universel. Quand vous voyez une étoile, euh, elle n'est pas dans votre présent. Vous la voyez telle qu'elle était dans son passé, donc vous ne voyez que du passé. Votre présence est liée à votre position dans l'espace-temps qui détermine ce que vous appelez le présent. Et par exemple, la migraine que vous aviez hier, elle existe toujours dans l'espace-temps. Mais elle ne vous fait plus mal parce qu'elle est ailleurs que là où vous êtes. En quelque sorte, dans l'espace-temps, vous vous êtes barré de votre migraine. D'accord. Donc elle est devenue indolore. Et du coup, si vous avez l'impression que le temps passe, c'est non pas parce qu'il passe, mais parce que vous déplacez dans l'espace-temps. Vous suivez votre ligne d'univers. Comme vous êtes dans le train. Dans le train, c'est le mouvement du train qui crée l'impression que le paysage défile. Dans l'espace-temps, c'est votre mouvement personnel d'observateur dans l'espace-temps, ce qu'on appelle la ligne d'univers, votre ligne d'univers, qui crée l'impression que vous avez que le temps passe. En fait, vous vous baladez dans un territoire qui existe de toute éternité et qui contient les événements. D'accord. C'est ça la doctrine de l'univers bloc. Et vous voyez que dans cette représentation qui discutait, hein, les événements du futur, ils sont déjà là.
le futur, il existe déjà dans l'avenir. Et ils sont tous là. Alors, vous pouvez un peu changer votre trajectoire en passant par certains événements plutôt que par d'autres. D'accord. Mais en gros, le spectre des possibles, pour vous, en tant qu'observateur, il est complètement déterminé. D'accord. Alors, cette conception qui est un peu glaçante, hein, parce qu'elle dit finalement tout est joué. À part quelques variations qu'on peut induire par des changements de comportement, mais en gros, tout est joué. D'accord. Elle est contestée par la physique quantique, qui elle milite plutôt, j'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais elle milite plutôt pour ce qu'on appelle le présentisme. L'idée que, voilà, au-delà du présent, il n'y a rien. Le futur deviendra présent quand le cours du temps l'aura atteint. Hein. Donc le cours du temps, il pousse un peu comme la plante d'une fleur, une tige. La tige, elle colonise l'espace, mais avant qu'elle ait atteint un certain point, l'espace est vide. Là, c'est la même chose. Le cours du temps, il est borné par le présent qui progresse, qui avance. Donc, à mon avis, quand il s'agit en tant que société ou même en tant qu'individu de se poser la question du futur, on n'a pas le temps d'attendre que les physiciens se mettent d'accord. Entre les partisans du présentisme et les partisans de l'univers bloc, moi j'assiste à des colloques de physique sur la question du temps, ça s'étripe dans tous les sens, on n'a pas le temps d'attendre. Donc je pense que psychologiquement, on doit fabriquer, pour nous-mêmes et pour la société, une alliance entre le présentisme et l'univers bloc. C'est-à-dire, on retient de l'univers bloc l'idée qu'il y aura un futur. Donc on renonce à la collapsologie, à l'idée de l'effondrement. Il y aura un futur. Ça, c'est ce qu'on prend à l'univers bloc. Il y aura un futur. Mais ce qu'on prend au présentisme, c'est l'idée que ce futur, il n'est pas complètement déterminé. Il y a encore de la place pour le projet, pour le désir, pour la volonté, pour le travail, pour la projection. Peut-être pas pour le rêve, en tout cas, on peut. Et donc, si on arrive à refabriquer ce qui nous manque, à mon avis, c'est-à-dire un récit qui nous connecte au futur. Ce récit, il peut être faux. Les récits qu'on nous servait dans les années 70 à propos de l'an 2000, c'était en grande partie faux. Mais ils ont servi à donner un sens, au sens de direction, aux actions et aux choix que nous avons faits. Quand un tel sens, quand l'axe du futur n'est plus tracé, ben, il y a une place qui est laissée vacante pour les esprits qui va être colonisée par l'angoisse. D'accord. Donc voilà ce que je voulais dire comme proposition. Euh, une sorte de construction basée sur la physique d'un remède à l'angoisse. Même si l'angoisse est légitime, hein, on voit bien qu'il se passe des choses complètement inédites qui sont liées à l'activité humaine. Moi, j'étais au Signal avant-hier, j'ai pris une photo de la mer de glace. Tous les ans, je prends une photo de la mer de glace. Bon, vous savez mieux que personne, c'est un ruisseau. Quoi. Et donc, quand on fait de la projection, ne serait-ce qu'à court terme, sur 10, 20 ans, qu'advient-il des glaciers? C'est peut-être de la conférence d'après, donc je ne vais pas empiéter sur ce qui va être dit. Mais là, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que le futur va être indifférent du passé. Et la question, c'est comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on refinalise nos actions d'une façon dynamique, c'est-à-dire qui nous engage, alors que la tentation du repli en disant, ben, finalement, c'est joué, devient, d'après ce que j'entends et d'après ce que j'ai lu, assez forte. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Étienne Klein. Vous auriez des questions à poser, quelques questions, parce que avant que les glaciers ne viennent envahir ça. Une question. Courte.
Une question courte. Je ne sais pas si la réponse pourrait être courte. C'est une question que je me pose depuis quelque temps par rapport au développement de la physique actuelle. Si on prend la question de l'énergie et de la masse de la vitesse, il y a une équation E égale mc2 qui l'englobe. Si on prend l'équation de la thermodynamique, PV égale nRT, ça donne quelque chose qui donne la pression, la température, etc. Par rapport au temps, y a-t-il une équation qui existe et qui pourrait, je dirais, donner un squelette, je dirais, à la pensée métaphysique. Hein, voilà. C'est de faire. Je suis pas sûr que les questions soient liées au sujet, mais je vais quand même y répondre brièvement. En fait, parler du temps en général, comme ça, en l'air, c'est intéressant, mais en effet, si on veut bien parler du temps, il faut s'asseoir sur quelque chose qui le décrit. Or, les théories physiques, ou les équations de la physique, représentent le temps sous la forme du paramètre T dont j'ai parlé, c'est T, quoi. Et si je mets de côté la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, toutes les autres théories, mécanique quantique, classique ou relativisme, peu importe, thermodynamique, mécanique de Newton, dans toutes ces théories, le paramètre T est complètement indépendant de ce qui se passe dans le temps. Et le temps, en fait, ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. C'est-à-dire que tous les instants du temps sont représentés de la même façon. Mais dans le langage courant, on n'arrête pas d'associer le temps au changement. Or, la physique vous dit, la seule chose qui ne change pas au cours du temps, c'est le temps. Non. Le temps est toujours le même. Les instants, quel que soit l'instant que vous désignez par T, T a le même statut mathématique. Il n'évolue pas au cours du temps. Et, bon, avec la relativité générale, c'est un peu différent, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais vous voyez que notre langage n'a nullement été modifié par ce que nous avons appris grâce à la physique à propos du temps. Quand vous lisez Saint-Augustin, son livre qui s'appelle Les Confessions, il y a un chapitre qui s'appelle Le temps, 4e siècle après Jésus-Christ. Vous lisez Saint-Augustin, vous comprenez tout ce qu'il dit. Hein. Pour une raison très simple, c'est qu'il parle comme nous. Ou plutôt, nous parlons comme lui. Nous parlons comme Saint-Augustin. Or, entre Saint-Augustin et nous, il y a eu Galilée, Newton, Boltzmann, Einstein, Dirac et beaucoup d'autres qui ont complètement changé notre façon de comprendre le temps. Donc si notre façon de le comprendre avait un effet sur notre langage aurait été tellement modifié qu'on ne pourrait pas comprendre ce que dit Saint-Augustin. Or, notre langage, il est invariable. Voilà. Il charrie avec lui des a priori clandestins qui font qu'on répète toujours les mêmes choses. On se comprend. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on dit soit vrai. Autrement dit, notre façon de parler du temps fabrique beaucoup plus un langage de communication qu'un langage qui dit ce que nous savons du temps. Donc voilà, moi j'ai pas mal médité pour que on fasse ce que Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. C'est-à-dire on essaie de corriger nos façons de dire le temps pour rendre justice à ce qu'on sait. Mais ça marche pas. Depuis 20 ans, notre façon de dire le temps n'a pas changé. Ce qui montre à quel point ce qu'on fait peut être complètement inutile. Non mais, on dit le temps s'accélère. On entend ça tous les jours, le temps s'accélère. Mais une accélération. Bon, déjà, pour avoir une accélération, vous êtes d'accord qu'il faut déjà avoir une vitesse. Puisque l'accélération, c'est la variation de la vitesse. Mais c'est quoi une vitesse? Une vitesse, c'est dérivée par rapport au temps. Hein, la vitesse d'une voiture, c'est la distance qu'elle parcourt divisée par la durée qu'elle met à le parcourir. Donc on divise une longueur par un temps. Alors la vitesse du temps, c'est quoi? C'est-à-dire le temps, il change de son rythme d'écoulement par rapport à son rythme d'écoulement? Ça n'a aucun sens. Pourquoi on en parle? Une seconde dure une seconde comme elle durait une seconde il y a 1 milliard d'années.
D'ailleurs, si les secondes d'il y a 1 milliard d'années duraient une demi-seconde, on dirait pas qu'elle dure une seconde, on dirait qu'elle dure une demi-seconde. Oui, mais le langage dit absolument n'importe quoi, parce que le langage, il confond tout le temps avec les phénomènes temporels. Or, la physique vous dit que le temps est indépendant des phénomènes temporels. Quoi, ce qui se passe dans le temps, ça ne change pas le temps. Et nous, on continue, on le fait de plus en plus, à ajouter au mot temps des attributs, des adjectifs. On dit qu'il y a un temps psychologique, un temps historique, un temps géologique, un temps je sais pas quoi. Bref, on fait comme s'il y avait autant de temps qu'il y a de sortes de phénomènes temporels. Bah non, il y a un temps au sein duquel se développent des temporalités différentes. Mais les temporalités ne disent rien du temps. Il y a des gens qui parlent de temps vécu, par exemple. C'est notre façon de vivre le temps. C'est intéressant, hein. Proust, etc. Mais ça n'est déchu de nous. Ça ne dit rien du temps. Proust, c'est une œuvre qui dit notre relation avec le temps. Et l'œuvre de Proust n'apprend rien sur nous. Elle apprend des choses sur nous. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation qui, pour moi, a permis de clarifier la distinction entre innovation et progrès. Et si j'essaie de résumer avec mes mots, pour moi, cette innovation, j'ai l'impression que c'est un peu la grande plaie. On essaye de toujours mettre un petit pansement sur cette grande plaie, alors que le progrès va essayer vraiment de venir réfléchir à notre santé globale, à l'amélioration de notre santé globale et plus se concentrer juste sur cet ajustement. Par contre, donc je me retrouve aussi dans ce besoin d'un récit, ce besoin d'un objectif, d'une vision, et je me retrouve dans ces ingénieurs de 30 ans qui se posent toutes ces questions. Et en même temps, dans votre présentation, vous avez pas mal questionné l'idée d'utopie, de rêve, de la créativité, mais en disant, mais presque en les mettant de côté. Et moi, je me dis, est-ce que la rationalité scientifique peut permettre justement de créer ce nouveau récit désirable? Personnellement, j'en suis pas sûre aujourd'hui. Et je pense que cette rationalité scientifique, elle peut justement plutôt s'allier à cette part de créativité, de rêve et d'utopie qui nous permet de retrouver une envie pour dessiner en effet un sommet qu'on a envie d'atteindre. Et j'aimerais du coup vous entendre sur ce sujet-là parce que je trouve que ce sont souvent des mondes qu'on cloisonne beaucoup et autant sur le constat, je m'y retrouve pleinement. Mais dans les perspectives, d'après vous, comment justement on le dessine, ce récit? Comment on construit en effet un récit qui soit lucide, atteignable, cohérent, désirable? Mais quels sont les acteurs qu'on met autour de la table pour le faire? Quelle est la part de la science là-dedans? Mais quelle est aussi sa juste part pour embarquer plus largement l'humanité tout entière? Bon, merci, ça fait beaucoup de questions. Moi, je pense que dans l'idéal, je parle pas de rêve, mais d'idéalité, on devrait être capable de décider de ce que nous voulons collectivement en tenant compte de ce que nous savons. Qu'est-ce que nous voulons en tenant compte de ce que nous savons. Et ça, je ne vois pas comment ça peut être mis sur pied, puisque on voit bien à quel point nous sommes pilotés par la sollicitation de nos émotions, et la rationalité dont vous parlez n'est jamais mise vraiment sur la table. On active notamment politiquement nos émotions beaucoup plus que notre rationalité. Autrement dit, si vous êtes quelqu'un qui croyait à l'idée de progrès, quelle que soit la forme que vous le donnez, vous devez d'abord identifier les naïvetés de la philosophie du progrès. Autrement dit, si vous croyez au progrès, vous devez faire progresser l'idée de progrès. Autrement dit, plutôt que de remplacer ce mot par le mot innovation, retravailler l'idée de progrès pour qu'elle prenne à nouveau un sens qui soit crédible. Ça, c'est un travail énorme que personne ne fait. C'est pour ça que je suis assez pessimiste. Dans ce sens-là, vous parlez de la rationalité.
quelle est la place de la rationalité dans le débat contemporain? Est-ce qu'il n'y a pas une concaténation rendue possible notamment par le numérique entre la liberté et la vérité? Chacun estime qu'il a le droit de décider ce qui est vrai pour lui. Les gens qui pensent que la Terre est plate réclament qu'on les respecte. Si vous dites n'importe quoi en science, est-ce qu'on va vous le reprocher? Voilà. Moi, je suis complètement effrayé par la force du faux. Le faux nous séduit beaucoup plus que le vrai. Le vrai est souvent déceptif. Le vrai demande pour être compris qu'on le travaille, demande qu'on réfléchisse, qu'on s'informe. On voit bien que le faux, lui, se propage très très librement dans le monde numérique. Il est même dopé par l'IA. Autant dit, voilà, moi je pense que, bon, alors j'ai vécu dans une bulle pendant 50 ans, je me suis fait des illusions. Et là, j'y crois plus. C'est-à-dire, je pense que la vérité est quelque chose qui n'a plus aucune valeur. Elle peut être bafouée sans que celui qui la bafoue en porte les moindres séquelles. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Et ça existe déjà en France. Le nombre de choses fausses qui sont dites à propos des sciences, c'est quelque chose d'assez dingue. Assez dingue. Et qui proteste contre ça. Enfin, à l'Académie, on a fait un rapport que je vous invite à lire. J'en ai parlé hier avec des amis qui s'appelle IA générative et désinformation. Et on a auditionné plein de gens, notamment des neuroscientifiques. En fait, c'est tout bête. Notre cerveau, il aime le faux. Voilà. Et quand des gens nous servent du faux, on est content. On est content. On réclame du faux. La vérité nous intéresse très peu. Donc, voilà, je pense que dans l'idée de progrès, pour venir à elle, il y avait l'illusion qu'on pouvait éliminer le tragique de l'histoire. On allait se débarrasser du tragique. Je pense qu'il faut admettre que le tragique fait partie de l'histoire. On n'apprend rien de l'histoire. On a entendu, en tout cas moi j'ai entendu pendant toute ma vie, plus jamais ça, plus jamais ça, c'est pas vrai, ça revient. Donc, donc, moi je peux pas répondre à votre question parce que je me déclare, si vous voulez, incompétent. Au sens où ce qui se passe aujourd'hui, c'est des choses que moi j'ai toute ma vie, jusqu'à récemment, considérées comme impossibles. Or, s'il se passe des choses impossibles dans le présent, que vous avez considérées comme impossibles, c'est que votre grille de lecture est fausse. Donc, je l'estime incompétent. Qu'un type comme Trump puisse être réélu, pour moi, c'est incompréhensible. On peut mettre des raisons sociologiques. Qu'un type qui dise, je sais pas, la République, c'est moi, qui est la phrase la plus anti-républicaine qu'on puisse imaginer, qui puisse exister dans le paysage politique, ça me fascine, je comprends rien. D'accord, donc ma réponse, c'est je ne sais pas répondre à votre question parce que j'y comprends rien. Si, une dernière question. Merci. Ouais, j'ai une petite question, je suis pas sûre évidemment d'avoir tout compris, mais est-ce que le temps a toujours existé? Et est-ce qu'il a existé avant le Big Bang? Le Big Bang lui-même a-t-il d'ailleurs existé? Mais enfin, c'est pas pour répondre à cette question, parce que je sais qu'il y a plein de débats là-dessus, mais est-ce que le temps était là avant le Big Bang? Excusez-moi, mais vous êtes gonflé. Le sujet, c'est l'avenir. Hein. Ben, ouais, mais ouais. Il me semble que c'est lié d'ailleurs à l'avenir. Enfin, mais ce sera une autre. Mais oui, enfin, c'est trop long parce que, en fait, j'ai écrit un livre là-dessus, donc je vais pas. Il s'appelle Discours sur l'origine de l'univers. Vous aurez des réponses à votre question, mais vous voyez, il y a quand même un truc. Quand on parle de l'origine, dans le langage ordinaire, l'origine d'une chose, vous avez remarqué ce truc étonnant qui se passe à chaque fois. Donc, si moi je vous demande votre origine, vous allez me parler de vos parents, de vos grands-parents, de votre région d'origine, etc. Autrement dit, vous allez me raconter une histoire au sein de laquelle vous n'étiez pas présent. Okay. Donc, raconter l'origine d'une chose, c'est raconter ce qui s'est passé avant cette chose jusqu'à ce que cette chose apparaisse. Donc, dans la langue courante,
le mot origine est synonyme de conclusion. Raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire qui l'a précédée et dont elle est la conclusion. Et donc ça marche pour les atomes. On est capable de raconter l'origine des atomes, c'est de raconter les processus nucléaires dans les étoiles qui ont fabriqué les atomes, et dont les atomes sont l'aboutissement. Mais si la question vous intéresse, c'est pas des choses qui sont dans l'univers, mais l'univers lui-même, et vous demandez quelle est l'origine de l'univers, là, vous tombez dans un piège. Parce que vous n'êtes plus en train de raconter une généalogie, mais une transition absolue entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. Autrement dit, quand vous nommez l'origine de l'univers, vous prononcez une phrase qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Parce que ou bien la chose que vous mettez en amont de toutes les autres, et vous dites ça, c'est l'origine. Alors, l'origine, ça peut être le Big Bang, comme vous dites, ou bien le vide quantique, ou bien une collision de Bran, ou bien Dieu, tout ce que vous voulez. Vous nommez l'origine, en disant, voilà ce qu'il y avait avant toute chose. Vous voyez que ça pose une question. C'est deux choses lues. Combien cette chose a toujours été là? Alors, si elle a toujours été là, ça veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Donc, l'univers n'a pas d'origine. Ou bien elle n'a pas toujours été là. Et dans ce cas-là, elle est la conséquence d'une autre chose qui l'a précédée. Et dans ce cas, c'est pas l'origine. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci. Merci beaucoup. C'était la réponse d'un centre bien un ingénieur des mines. Merci. Et vraiment, je voudrais remercier chaleureusement Étienne Klein, que vous pourrez retrouver tout à l'heure sur la table des dédicaces. Vraiment, il nous a éclairé sur le mystère de la durée et sur les relations de l'espace et du temps. Et comme au Salon du Livre, nous essayons d'innover, et d'une part, dans la boule de cristal de Nicolas Julot et dans les écrits d'Étienne Klein, je vous rappelle ces deux derniers ouvrages, Court-circuit et puis Transport physique. Et puis, je vous signale que Nicolas Julot, l'auteur de l'affiche, l'illustrateur de l'affiche, dédicacera ses affiches à son stand tout à l'heure. Donc, merci encore de vraiment cette bavure, de cette belle cérémonie.